la France entière a pris conscience d'un danger que nous sommes effectivement les seuls à dénoncer depuis des décennies, les seuls à alerter sur les dangers qu'encourt la France. Nous étions vilipendés, vitupérés comme étant d'affreux extrémistes, comme étant des oiseaux de mauvais augure, comme étant des suppôts de l'extrême droite. Et aujourd'hui, en tout cas hier, et encore plus que les fois précédentes, parce que vous avez bien compris que ce qui s'est passé hier n'est pas unique, hélas, même si nous avons atteint, enfin en tout cas franchi un seuil dans la barbarie, eh bien, nos adversaires découvrent que c'est le réel qui est d'extrême droite. Ça n'est pas nous. Nous ne faisons que dire le réel. Et pour cela, nous souffrons depuis des années eh bien, de tous les quolibets, de toutes les insultes, de tous les ostracismes. Je rappelle simplement pourquoi on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que depuis une quarantaine d'années, nous avons un système qui gouverne la France et qui est un système négateur de la France. C'est un système qui prétend que la France n'a pas d'identité nationale, que tous les pays du monde ont des identités nationales qui doivent être respectées, qui doivent être défendues, sauf la France. Et ceux qui défendent l'identité nationale en France, eh bien, sont des extrémistes. C'est un système qui s'est acharné en quelque sorte à défranciser la France, à interdire à toute une génération de Français, qu'ils soient de souche ou de branche, d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'être français. Et donc, à partir du moment où la France n'est pas française, elle peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, peut être français du moment qu'il a une carte d'identité française. Donc on a troqué la carte d'identité française qui était supposée contenir une identité, comme son nom l'indique, par un simple document administratif. Le problème, c'est que la nature ayant horreur du vide, le désert identitaire qui a été organisé par nos élites sur ces 40 dernières années a vu pousser des ronces, et des ronces monstrueuses, comme l'irrédentisme islamique. Parce qu'on nous bassine toujours avec le suprémacisme blanc qui existe et qu'il faut bien sûr combattre avec la plus grande fermeté. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres suprémacismes. Le suprémacisme islamique en est un. Et c'est celui-là qui nous combat aujourd'hui. La deuxième chose qui s'est passée pendant toutes ces années, outre la négation de l'identité française, qui permet finalement de voir coexister sur le même territoire des identités multiples qui se font parfois la guerre, puisque qu'est-ce que c'est le séparatisme, sinon des enclaves identitaires différentes au sein d'une république réputée constitutionnellement être une et indivisible. Et la deuxième chose que ce système a pratiqué, c'est le déni. C'est-à-dire qu'on est parti d'une idéologie qui a été fondée dans les années 80, d'un vivre ensemble fantasmé, d'un multiculturalisme bienheureux, qui était censé provoquer l'émulation et bousculer nos vieilles habitudes nationales et notre vieux peuple historique. Et à chaque fois que la réalité a donné d'abord des signaux faibles, ensuite des signaux de plus en plus forts que cette idéologie ne marche pas, nos élites se sont entêtées à protéger leur idéologie au détriment du réel. C'est le réel qui avait tort.
Et il n'était pas possible que ce soit l'idéologie qui soit remise en question. Le mouvement national, depuis 40 ans, c'est effectivement la bouée d'un peuple français, historique, de souche, dont je parle avec d'autant plus de clarté et de détermination que moi-même je n'en suis pas. Le mouvement national est cette bouée à laquelle s'est accroché un peuple français historique, central, qui ne veut pas mourir. Et le mouvement national a été l'incarnation de cette volonté farouche de la France d'exister et de résister à tous ces ennemis, qui soient en haut ou en bas, qui veulent la faire disparaître. Nous ne disparaîtrons jamais. Voilà la vérité. Et nous sommes aujourd'hui plus forts parce qu'aujourd'hui, la plupart des Français se rendent compte que le diagnostic que nous faisons depuis des décennies, eh bien, il est au vu et au su de tout le monde. Il est au vu et au su de tout le monde, et je ne parle pas seulement du côté identitaire et sécuritaire, que ce soit sur le côté économique, la désindustrialisation de la France par une mondialisation sauvage, l'explosion des dettes et des déficits, l'explosion de nos budgets sociaux, la désertification de nos territoires. Tout ça est aujourd'hui une réalité au vu et au su de tous les Français. Et aujourd'hui, ce que nous disons aux Français, parce que c'est vrai, les Français ont mis beaucoup de temps à nous croire, parce que initialement la réalité que nous dénoncions était une réalité que une partie de la population voyait, mais pas l'autre partie. Et donc, comme disait un proverbe, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. C'est ça notre seul tort, c'est que nous avons eu raison trop tôt. La vérité, c'est que si la France et les Français nous avaient écoutés il y a 30 ou 40 ans, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous avons la tâche historique de prendre le pouvoir, de redresser la barre et de faire en sorte que la France reste la France, c'est-à-dire la France éternelle. Parce que le monde a besoin de la France. Et nous, Français, nous avons besoin de la France. Donc on ne peut pas la laisser tomber. Alors, je sais, et je l'entends souvent, je sais qu'il y a même au sein du mouvement national des interrogations, des doutes, un certain désespoir parfois, qui nous dit « mais ça fait tellement d'années qu'on lutte, ça fait tellement d'années qu'on rêve que la France redevienne la France grâce à un pouvoir national. » Eh bien, chers amis, notre moment est presque arrivé. C'est le moment français. Et je vous demande, eh bien, de laisser tomber vos doutes, de laisser tomber votre désespoir, parce que la France a besoin de vous. Et tous les jours nous apportent des preuves que sans vous, eh bien, la France aurait disparu depuis longtemps. Nous sommes les témoins de la France. Nous sommes ceux qui portons la France à bout de bras depuis tant d'années. Et c'est grâce à nous que la France continue à exister. Pas n'importe quelle France. La France historique, la France éternelle, celle de Michelet. Cette France du roman national que nous incarnons. Nous sommes minoritaires, oui, mais notre foi nationale déplace les montagnes. Et la montagne du système antinational qui gouverne la France, grâce à notre foi nationale, nous allons la faire tomber très prochainement. Et la première étape commence dès l'année prochaine. On nous dit que nous sommes des extrémistes, que nous pratiquons la haine de l'autre, que nous pratiquons le repli sur soi. Mais quelle haine tue en France aujourd'hui? De quelle haine parle-t-il? Qui avons-nous tué, nous? Il faut dénoncer la véritable haine qui gangrène notre pays, qui tue notre pays,
cette haine, je reprendrai les termes de notre président, qui, honteusement, parlait de ceux qui nous font honte, qui nous qualifiaient de lépreux, en parlant de lèpre nationaliste. C'est dans ces fantasmes, il n'y a pas de lèpre nationaliste. La seule lèpre qui défigure la France aujourd'hui, c'est la lèpre islamiste. Et il n'y en a pas d'autre. Et le seul remède à cette lèpre nationaliste, c'est le vaccin national que nous allons administrer à tous les Français, parce que nous allons leur montrer que non seulement notre diagnostic est bon, mais qu'évidemment nos solutions sont bonnes, parce qu'on ne peut pas attendre d'un système qui a mis la France dans le capharnaüm dans lequel elle est aujourd'hui, qu'il redresse la barre. Ceux qui ont rendu la France dans cet état ne sont pas crédibles pour la redresser. Ceux qui ont fait le bon diagnostic, c'est-à-dire nous, eux peuvent gouverner la France, c'est-à-dire nous battrons, nous vaincrons et nous gouvernerons, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est une mission historique et une mission sacrée. Nous ne haïssons personne. Le mouvement national n'a jamais haï personne. Haïr ses ennemis ou détester ses ennemis, ça n'est pas de l'extrémisme. Aimer ceux qui aiment notre pays n'est pas de l'extrémisme. Ne pas aimer ceux qui n'aiment pas notre pays n'est pas non plus de l'extrémisme. C'est juste le réflexe national de tous les peuples de la Terre. Chaque peuple qui se pense comme tel aime l'identité. Et l'identité, c'est quoi? C'est être semblable, c'est être identique. Pas être identique extérieurement. On s'en fiche de ça. Moi, je ne vous ressemble pas. C'est être identique à l'intérieur. C'est être animé par une foi nationale intérieure, conformément à cette citation magnifique de Romain Gary qui disait « Je n'ai pas une seule goutte de sang français, et pourtant la France coule dans mes veines. » Et donc, nous aimons tout ce qui est français. Nous ne sommes pas, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à maintes reprises, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes juste extrêmement français, et nous tenons à le rester. Nous sommes ni de droite d'ailleurs, ni de gauche, nous sommes de France. Parce que c'est la seule chose qui nous définit. Et fort de ce creuset français que nous incarnons, nous sommes évidemment prêts à accueillir tous ceux qui vont prendre notre main tendue, de quelque origine qu'ils soient. Nous allons tendre la main à tous ceux qui, français, veulent continuer la formidable aventure française qui a démarré il y a plusieurs siècles et la perpétuer. Nous sommes ouverts à cela, mais il n'y a aucune raison de tendre la main à ceux qui veulent nous la mordre et encore pire, à ceux qui veulent nous la couper. Ceux qui veulent nous mordre la main ou nous la couper, il faut que la main lourde de la République française s'abatte sur eux pour les mettre hors d'état de nuire. Et nous le ferons sans trembler et sans sourciller, parce que tous les pays du monde réagissent ainsi. Nous sommes, chers amis, à la croisée des chemins. Les combats qui s'annoncent sont des combats historiques, dans le sens où il y a un compte à rebours qui a démarré. Peut-être que les combats que nous avons l'occasion de mener l'année prochaine et celui de l'année d'après, pour la présidentielle, peut-être sont cela les derniers combats que la France, telle que nous la connaissons, aura à mener. Et donc, il faut jeter toutes ses forces dans la bataille, parce que si le mouvement national, et c'est l'idée que nous incarnons de la France, venait à perdre les prochaines élections, peut-être qu'il n'y en aura plus d'autres où nous pourrons gagner. Notre être national est menacé. Il ne s'agit plus de l'avoir. Bien sûr que l'avoir est important.
Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je m'en fiche de savoir que mon frigo est plein dans un pays, le mien, qui sera devenu autre chose que la France. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je reste français en France et je me battrai pour ça et je vous invite à en faire autant. Parce que c'est une mission historique que nous avons là. Je suis venu vous dire que l'heure n'est plus à l'hésitation. Inscrivez-vous sur les listes, militez. Il faut que la France survive aux menaces existentielles qui sont les siennes aujourd'hui, qui étaient les siennes hier, mais qui sont les siennes encore plus fortes aujourd'hui. Des menaces existentielles qui, peut-être, si nous ne faisons pas ce qu'il faut, eh bien, dénatureront la France. Voilà. Moi, la France que j'ai connue, celle dans laquelle je suis arrivé à la fin des années 70, déjà, je ne la reconnais plus. La France dans laquelle j'ai vécu en tant qu'adolescent dans les années 80, je ne la vois plus. Alors on me dit oui, mais c'est le sort de tous les pays, il faut s'habituer à ce que le visage de la France change. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi s'habituer à ça? Qu'est-ce qui nous oblige à nous habituer à cela? Il n'y a pas de loi naturelle qui imposerait à un peuple de se dénaturer. La dénaturation d'un pays est le résultat d'une politique, est le résultat d'une stratégie. Politique et stratégie qui ne sont pas nationales mais antinationales. La politique et la stratégie qui a été menée par les élites au pouvoir depuis 40 ans, eh bien ce sont une politique et une stratégie antinationales. C'est même pas une politique et une stratégie neutre. C'est antinational. C'est une haine de soi portée au pinacle du pouvoir. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est de renationaliser les élites. Parce que quand un pays est gouverné par des élites hors sol, eh bien le pays ressemble à un navire qui n'a plus ni gouvernail, ni cap. Nous allons remettre un gouvernail à la France et nous allons lui donner un cap et les deux seront tricolores. Nous n'avons pas honte de cela. Au nom de quoi faudrait-il avoir honte d'être français en France? Oui, je suis français. Oui, je suis fort d'être français. Oui, je suis fier d'être français. Pourquoi est-ce que ce droit est accordé à tous les pays, à tous les peuples de la planète, sauf à la France? Nous assumons pleinement que nous sommes français. Et dire cela, ça n'est ni de la haine, ni du repli sur soi. Au nom de quoi faut-il croire? Au nom de quoi il faudrait que l'on pense que pour aimer mieux son prochain, il faudrait commencer par se haïr soi-même. L'amour du prochain est conditionné par l'amour de soi. Parce que celui qui se hait lui-même est incapable d'aimer l'autre. L'amour de l'autre commence par l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça a une définition, c'est le patriotisme. Et le patriotisme se décline dans tous les domaines. Il se décline bien sûr sur le plan sécuritaire. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. La menace existentielle, c'est la menace du séparatisme. Et en bout de chaîne, la menace terroriste. Les deux étant nourris par une immigration massive, permanente, incontrôlée. La massification de l'immigration alimente le séparatisme qui, en bout de chaîne, provoque les explosions terroristes, selon des proportions. Donc la première chose à faire, c'est évidemment d'arrêter l'immigration. La deuxième chose à faire, c'est que tous les individus qui sont présents sur notre sol et qui représentent une menace à la sécurité nationale, c'est-à-dire à peu près une dizaine de milliers de personnes, il y en a à peu près une moitié qui est étrangère. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre ces étrangers dehors? Et parmi cette moitié d'étrangers, il y en a même un cinquième ou un quart qui est carrément clandestine.
Et on nous explique qu'au nom des droits de l'homme, au nom de la Convention européenne des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit d'expulser cette menace, ces grenades dégoupillées qui existent sur notre sol. Alors moi je dis quelque chose de très simple. Si l'état de droit dont on nous rabat les oreilles, si l'état de droit dont on nous rabat les oreilles est un état qui protège ni le droit, ni l'état, ni le peuple dont il est l'émanation, alors cet état de droit doit être critiqué et remis en cause. Le seul état de droit que le mouvement national reconnaît est un état de droit qui protège et le droit, et l'État, et ses citoyens. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'état de droit est là pour protéger uniquement les ennemis de la France et dénier la protection à la France et aux Français. Nous allons inverser la causalité. L'état de droit, il est là au service de la France et des Français, que cela leur plaise ou non. Et ils vous le disent sans vergogne. Sur les plateaux télé, ils me le disent sans vergogne. Mais vous ne pouvez pas expulser les radicalisés fichés S étrangers. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que vous vous rendez compte, ça serait une atteinte invraisemblable à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais attendez, la Convention européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle va faire pour nous quand ces radicalisés vont rafaler des centaines de personnes dans les rues? C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui va venir s'occuper des familles? C'est la Convention européenne des droits de l'homme qu'on va solliciter pour demander des dommages et intérêts parce qu'elle nous a interdit d'expulser ces gens-là? Pas du tout. Si la Convention des droits de l'homme veut protéger la France et porter la responsabilité de ce qui arrive et endosser la responsabilité des conséquences de la protection qu'elle apporte aux ennemis de la France, alors oui. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, nous ne l'avons pas signée pour ça. Nous n'avons pas signé pour ça. Oui, à la protection des droits. Oui, effectivement, à la protection d'une petite minorité qui serait discriminée ou persécutée dans ces pays. Mais au nom de quoi des terroristes ou des islamistes ou des personnes qui haïssent la France pourraient se réclamer de la protection et de la France et de l'Europe pour continuer à vivre sur notre territoire? Ces gens sont fous! Nous entendons mettre du bon sens. Les gens qui représentent une menace à caractère terroriste, qui sont étrangers, doivent être immédiatement renvoyés. Les clandestins, évidemment, les premiers. Les gens qui sont chez nous, qui représentent une menace islamiste à notre sécurité nationale et qui ont la double nationalité, il faut les déchoir de leur nationalité française et les expulser vers le pays dont ils ont l'autre nationalité. Quant aux fichiers S radicalisés qui représentent une menace pour la sécurité nationale et qui ne sont que français, il paraît que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Et tous les jours nous avons des victimes de cette guerre. Eh bien, il nous faut activer l'article 411.4 du Code pénal qui permet d'enfermer préventivement des ennemis dont on aura prouvé qu'ils sont en intelligence avec des organisations étrangères ennemies de la France. Quand on nous dit que l'état de droit nous empêche de lutter contre le terrorisme, c'est faux, et quand bien même ça serait le cas, il appartient à l'État de modifier le cadre juridique pour donner au peuple français et à la nation française les moyens de se défendre. Les autres volets, bien sûr, sont importants, même s'ils arrivent en seconde position par rapport au premier. Le volet économique. Nous ne pouvons pas laisser mourir des territoires désertifiés, désindustrialisés, et se contenter d'une explication qui consisterait à dire « Vous savez, c'est la mondialisation, hein. C'est le marché qui veut ça, on ne peut rien faire. Ils sont fabuleux. Ça fait 40 ans qu'ils sont au pouvoir pour nous expliquer que rien n'est possible. » Vous leur dites « Mais on pourrait par exemple avoir un plan de réindustrialisation de certains territoires. » Ah oui, mais attendez, vous êtes sûr que ça va marcher? Non, on n'est pas sûr que ça va marcher. Mais enfin, les combats qu'on est sûr de perdre,
sont ceux que l'on ne mène pas. C'est sûr que si on tente rien, on n'a rien. Mais c'est pareil d'ailleurs pour le risque terroriste. Ah oui, mais on ne pourra jamais l'éradiquer complètement. Ah oui, donc ça suffit pour dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Ben non. Si on arrive déjà à éradiquer une partie, ça sera déjà pas mal. Parce que derrière, ce sont des vies qui sont en jeu. Les territoires, la réindustrialisation, c'est pareil. Derrière, c'est la survie de territoire qui est en jeu. Donc, nous ne prétendons pas que le fait d'essayer de restaurer la France en France dans tous les domaines a une garantie de réussite. Mais par contre, eux, depuis 40 ans, la seule chose qu'ils vous garantissent, c'est qu'ils échouent. Donc, nous avons plus qu'une fenêtre de tir. On ne peut pas faire pire de toute façon. Et vous vous rappelez ceux qui vous disaient qu'en 2017, si Marine Le Pen était élue, on aurait une atteinte aux libertés publiques, on aurait le chaos, le désastre, etc. Ben on l'a. On l'a. Aujourd'hui, avec l'élection de Macron. Et donc, je ne vais pas être trop long parce que si vous avez des questions, je suis ouvert pour y répondre. Je vous dis juste qu'il faut prendre conscience du fait que sur l'ensemble des plans, que ce soit le plan identitaire, le plan sécuritaire, le plan économique, le plan social, le plan de l'aménagement du territoire, le plan de l'endettement public, ce pouvoir qui gouverne la France depuis 40 ans est une faillite totale. C'est une faillite totale. On nous dit, bah, vous n'avez jamais gouverné, vous ne saurez pas mieux faire. Bah, en tout cas, le fait d'avoir gouverné et d'avoir de diplômes, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne garantit pas de réussir. Et donc, on ne peut pas faire pire. On ne peut que mieux faire. Parce que vous savez, pour gouverner un pays, bien sûr qu'il faut des compétences. Mais ces compétences, si elles ne sont pas accrochées à un cœur national, elles sont vaines. Les gens qui nous ont gouvernés ne sont pas des incompétents au sens où ils ne savent rien. Ce n'est pas des ignares. Le problème, c'est que ce qu'il y a là-dedans est déconnecté de ce qu'il y a là-dedans. Vous savez, c'est un pays, une nation, c'est comme une famille. Pour être un bon père de famille, il ne faut pas être nécessairement polytechnicien ou énarque. Il y a quelque chose de tripal quand vous êtes père ou quand vous êtes mère. Il y a quelque chose qui relève du charnel, il y a quelque chose qui relève de l'instinct, il y a quelque chose qui relève de l'intérêt que vous sentez instinctivement, l'intérêt de votre famille. Et vous n'avez pas besoin d'avoir fait de grandes études pour ça. Et il y a eu dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde des gens qui n'étaient pas du tout diplômés, mais qui étaient des gens instinctifs, des gens qui portaient l'amour de leur pays en bandoulière. Ronald Reagan, par exemple, avant d'être même gouverneur de Californie, qui c'était? Il n'avait pas fait Yale, il n'avait pas fait Columbia. Et pourtant, de proche en proche, ce fut l'un des plus grands présidents américains. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur enraciné dans son pays. Il avait le patriotisme en bandoulière. Et ce patriotisme, ce sont des yeux qui vous permettent de voir ce qui est utile pour votre pays et ce qui ne l'est pas. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait un philosophe. Eh bien, moi je dis que la science sans le patriotisme est la ruine de la nation. Et donc, nous allons remettre les sciences, le savoir, les connaissances au service d'un projet national ambitieux. Et ce projet national ambitieux n'a qu'un seul titre, n'a qu'un seul nom, c'est la France. Je terminerai en vous disant que l'engagement est quelque chose de très important. On est tous engagés parce que nous avons une certaine idée de la France, pour reprendre les paroles d'un homme célèbre. Et cet engagement, il porte sur hier, il porte sur aujourd'hui
et il porte sur demain. C'est un engagement permanent parce qu'on n'a pas le choix. On peut être en colère, on peut désespérer, on peut de temps en temps jeter l'éponge, mais vous voyez bien que l'engagement, avec un grand E, vous ramène toujours à ce pourquoi vous êtes engagé. Et dites-vous bien, pour les plus jeunes, qu'un jour, vous aurez vos enfants et vos petits-enfants sur les genoux. Et quand ils vous poseront la question, mais papy, t'étais où dans les années 2020, 2021, 2022, quand la France avait besoin de toi? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pas envie de leur répondre. Tu sais, moi j'étais en train de faire du pognon, ou j'étais dans un bureau en train de charrier des tableurs Excel dans un costume gris sale. J'aimerais pouvoir leur dire, tu vois mon petit, tu vois ma petite, si aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, aujourd'hui, tu parles encore français et tu vis encore comme un Français ou une Française en France, c'est parce que toute une génération s'est levée pour porter haut les couleurs de la France. Cette génération, c'est ici, c'est maintenant, c'est vous! Je vous remercie, la France compte sur vous, le mouvement national compte sur vous, nous comptons sur vous, et que vive la France éternelle. Merci.